Bonjour à ceux qui nous rejoignent, qui vont nous rejoindre et pour ce webinaire consacré au sujet Espace Pro et ERP, quel lien, quel frein. Donc vous pouvez nous faire un petit bonjour. Simplement, en guise de rappel et d'introduction, on l'a déjà fait ensemble sur d'autres épisodes. Il s'agit vraiment d'un sujet qui s'inscrit dans une logique B2B, donc pour les marques qui interagissent avec des clients pros, qui s'appuient sur un réseau, que ce soit de revendeurs, de concessionnaires, d'installateurs, d'artisans ou de poseurs. Ça peut être un réseau sous contrôle ou un réseau hors contrôle, un réseau multimarque. Et d'ailleurs, on le voit, juste pour citer quelques inscrits, pour que vous sachiez qui est autour de la table ce matin, je peux citer quelques marques, parmi lesquelles Caline, Soco, Akena, Seti, Côté Clôture, Trigano, Pifto, Lucas G, le groupe Sotocam. Bref, j'en oublie certainement. On va faire un jeu de questions-réponses avec Hervé Cartron, directeur conseil associé du phare. Alors, premièrement, Hervé, bonjour. Bonjour à tous. Et puis, je finis cette petite intro en disant, n'hésitez pas à poser vos questions, à couper. Je couperai la parole d'Hervé. Je pense que je vais le faire régulièrement, vous allez voir. On va respecter le timing, un timing d'environ 30 minutes. Et puis, pour ceux qui souhaitent poursuivre avec d'autres questions, vous aurez accès au replay. Et puis, enfin, juste pour finir cette petite intro, ce temps d'échange est proposé par le phare à Nantes qui accompagne les PME, les industries, les ETI dans leurs problématiques digitales, notamment B2B. Donc, on va parler business, on va parler tech, on va parler organisation et notamment pour concevoir ou démêler des espaces pro, des problématiques B2B autour de l'espace pro. Allez, Hervé, je lance les débats. Tout simplement, je mets cette slide, Hervé, pour savoir Espace Pro et ERP, le sujet c'est quel lien, quel frein, pourquoi on en parle, pourquoi c'est un sujet. Alors, pourquoi c'est un sujet? Alors déjà, un ERP, c'est quoi? C'est une espèce de gros logiciel, vous le connaissez tous dans votre entreprise, qui draine beaucoup de choses, qui organise toute la donnée métier au sein de l'entreprise. Donc fatalement, on parle de données, de règles métiers, de processus métiers, d'organisation. Et fatalement, lors de la construction d'un espace pro, on a affaire à cet ERP. Et l'espace pro qu'on est en train de construire, il n'échappe pas à la règle en fait. Il est contraint par cet ERP, il doit communiquer avec, donc il devient au cœur de l'attention puisque de toute façon, l'espace pro est là pour offrir des services aux clients et de fait, il va aller chercher cette information dans l'ERP qui est l'outil au quotidien de l'ensemble des équipes de l'entreprise. Et en tout cas, ça veut dire que sur la base de peu importe d'exemples précis, ça veut dire que c'est un sujet que tu as vécu ou que tu vis au quotidien sur le terrain. Oui, là tu montres pas mal de références, d'expériences. Chacun est différent, bien sûr, mais au démarrage du travail sur un espace pro, bien sûr, on part d'un besoin, d'une orientation, d'une direction donnée par nos clients. Mais la première question qu'on pose, c'est où est l'information? Comment on va la chercher? Et comment vous travaillez et comment vous fonctionnez? Donc là, on est très loin de la construction d'un espace pro, on n'est pas dans la technique. On va identifier comment les équipes travaillent au quotidien et comment nous, on peut aller extraire l'information. Donc, dans les exemples que tu cites, il y en a beaucoup. Il y a même un exemple où il n'y a pas véritablement, enfin, il y a un ERP, mais le choix a été fait de ne pas utiliser l'ERP et de collecter et de travailler la donnée de manière locale. Par contre, toute la donnée que l'on collecte, on la renvoie à l'ERP. Alors justement, je mets la slide suivant pour symboliser les échanges dont on va parler, les échanges notamment les échanges de données entre les systèmes d'information. Souvent, alors l'analogie qui est faite ou qui peut être faite, c'est que Espace Pro et ERP, c'est parfois deux salles, deux ambiances qui n'ont rien à voir et qui ne communiquent pas. Oui, effectivement. Au cours des échanges ensemble, Samuel, quand on a préparé ça, on a échangé là-dessus et j'ai ressorti cette analogie. On aurait pu prendre l'analogie avec une boulangerie, par exemple, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que il y a deux salles, deux ambiances. Ouais, effectivement. Vous avez l'ERP. L'ERP, c'est la cuisine. Hein. Clairement, c'est là où tout se fabrique. C'est là où le métier, on est dans le métier. Et évidemment, il y a la partie espace pro. Vous avez la salle de restaurant. Vous avez le service aussi avec le serveur. Et tout se joue dans l'interconnexion entre les deux.
il est plutôt rare de voir un client se déplacer, se lever de sa table pour aller en cuisine chercher son plat ou exiger d'avoir son plat de telle façon. Par contre, il sait très bien à qui s'adresser, au serveur, qui est là pour écouter son besoin, pour lui transmettre les plats, mais aussi pour remonter en cuisine certaines attentions dont il aurait besoin. Donc effectivement, cette architecture-là ou cette analogie-là, pour moi, elle est très parlante entre ce qui se passe au niveau métier chez vous dans votre ERP et ce qui se passe au niveau salle de restaurant. Le RP, c'est la cuisine, l'espace pro, c'est la salle de restaurant, mais j'ai envie de pousser l'analogie au niveau de la data. En fait, on peut imaginer la data comme étant les ingrédients ou les aliments qui sont transformés au sein de l'ERP, donc en cuisine. Il ne faut pas oublier que la data, c'est aussi autre chose. C'est peut-être le plat trop salé, et j'allais dire le cheveu sur la soupe, dans la soupe, qui est remonté par le serveur du restaurant. Et ça, cette information, elle est vitale, elle est très, très importante parce que c'est ce qui permettra à la cuisine de s'améliorer, enfin, à votre service aussi de s'améliorer vis-à-vis de vos clients. Donc voilà, l'architecture, elle est là. Au centre, vous avez le market commerce. C'est un peu le passe-plat ou le SaaS ou les deux portes qui permettent de passer de l'ERP à votre espace client. Et juste pour rebondir sur cette analogie, ou alors pour faire référence à l'émission Cauchemar en cuisine, là, avec Cauchemar en cuisine, que certains connaissent peut-être sur M6, c'est parfois des gens qui ne se parlent pas du tout, voire qui ne peuvent plus se voir en peinture. Ouais, c'est ça. On peut imaginer ça. Ça suppose une forte cohésion, mais effectivement, si tout n'est pas bien rodé, en plus la cuisine c'est quelque chose de très très avec une énorme discipline, mais si tout n'est pas bien rodé, que ce soit en cuisine ou en salle, ça ne marchera pas. Donc ça veut dire une forte cohésion, des process très clairs, très précis. C'est pas toujours très très facile, mais on s'en parle après et on progresse. Mais pendant le service, ça doit être irréprochable, que ce soit dans le RP ou dans l'espace client. Et puis on y viendra tout à l'heure là dans le cadre de notre échange. Donc on y reviendra. C'est effectivement des questions de communication ou d'organisation humaine, mais des questions aussi de communication entre les systèmes d'information. Juste, on parle d'échange entre les deux salles, deux ambiances. Moi, j'ai mis juste, Hervé, cette slide pour concrètement, étant donné que le sujet d'aujourd'hui, c'est espace pro et ERP, enfin, là, je prends l'exemple d'un e-shop. On est dans du commerce, dans du B2B. Ça veut dire qu'il y a quelles données sont dans le RP et quelles briques, quels services se trouvent dans l'espace pro. Par exemple, cet exemple-là. Alors, sur cet exemple-là, ici, on est sur un e-shop. Ça veut dire que le service qui est proposé dans cet espace pro à vos clients, enfin aux clients de la marque, c'est de commander des pièces, soit des pièces détachées ou des produits fabriqués par la marque. Donc là, l'information métier, c'est-à-dire la donnée, elle se situe dans le RP, elle est proposée à l'espace pro avec des règles bien précises. Et ici, vous avez une boutique B2B, e-commerce B2B, où vous avez une logique où l'espace pro et cette boutique vont devoir aller interroger le RP pour récupérer l'ensemble des produits qui vont être commandés, mais également les informations de stock, de tarifs, personnalisé. Vous avez pas mal d'informations qui véhiculent entre les deux et ça doit être non discutable et non discuté. C'est-à-dire que l'information qui transite dans un sens comme dans l'autre doit être irréprochable. Là, on parle de e-shop, on peut aussi citer plein d'autres services. Vous pouvez avoir un service SAV, de la documentation technique, des guides de pause, il y a du suivi de commande. Tout ça, c'est ce qu'un espace pro peut proposer à un client. On peut même aller dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'espace pro peut collecter une demande de devis, la transmettre à l'ERP, vos services vont travailler dans l'ERP pour préparer un devis, mais elles peuvent aussi retransmettre le devis dans l'espace pro pour le client, pour qu'il donne son accord ou un accord ou une signature électronique, pourquoi pas, c'est ce qui arrive souvent. Là, on est en train, par exemple, de montrer des fiches produits, par exemple, de l'ERP qui remontent dans un e-shop d'Espace Pro. Ou alors, tu as parlé d'autres données, mais ça veut dire est-ce que c'est directement ERP vers service de l'Espace Pro ou est-ce qu'entre les deux, parfois, il y a besoin d'un PIM pour rendre les fiches produits de l'ERP qui sont parfois très techniques, ce PIM permet de les rendre buvables, digérables?
Ouais. Alors d'ailleurs, Nathalie pose la question. À votre avis, avec un PIM qui servirait d'intermédiaire? Alors Nathalie, Ouais, bah, je peux je en n'ai pas fait parler. exprès de vous couper l'herbe sous le pied. Bon, merci Nathalie, je peux en parler. Le PIM, déjà le PIM, c'est un Product Information Manager, c'est un outil qui permet de structurer de la donnée produit, mais de manière un peu plus enrichie que la donnée produit qui est dans votre ERP. Dans votre ERP, pour faire simple, vous traitez des références ou des articles. Et le PIM va enrichir effectivement cette donnée produit via ce qu'on appelle des métadonnées. C'est de l'information enrichie marketing, du conseil, du regroupement de références dans un même produit plutôt orienté pour le marketing, pour votre client, pour qu'il puisse se repérer. Un produit, il peut avoir des variantes. Les variantes se trouvent dans votre ERP, mais le produit encapsulé et enrichi se trouve dans l'espace, dans ce PIM-là. La question qui peut se poser, c'est que certains ERP peuvent prétendre faire être PIM, ce qui est rarement une bonne chose. Vous pouvez avoir un PIM dans votre système d'information, mais vous pouvez aussi avoir un espace pro qui collecte la donnée et qui a une brique PIM qui permet à vos services d'enrichir la donnée. Tout dépend de comment vous allez être structuré et organisé. Je reviens un peu, Samuel, sur l'analogie sur le restaurant. Tant qu'à faire, on va pousser le sujet jusqu'au bout. En fait, le PIM pourrait être un peu la petite table de dessert qui se situe au coin de dans la salle de restaurant. C'est-à-dire que le plat est en cuisine, il passe, le serveur vient, récupère le plat. Mais le plat, il nécessite une petite touche complémentaire pour être apporté au client, cet enrichissement qui va magnifier le plat. Parfois, ça se fait en cuisine, donc côté ERP. Parfois, ça se fait dans le SaaS. Parfois, ça se fait dans un coin de la salle de restaurant et parfois même, ça se fait proche de la table du client. L'analogie, je ne sais pas si elle est claire pour tout le monde, mais c'est celle que je peux vous donner. On peut citer, peut-être que ça parlera, mais en tout cas, apparemment, Nathalie a trouvé réponse dans Oui. le déroulé. Hervé, on peut parler de quelques noms, quelques exemples d'ERP ou alors d'autres SI tiers qui communiquent avec l'espace pro, alors, sans être exhaustif, mais ça parlera peut-être au quotidien aux gens qui nous suivent. Oui, mais les ERP, il y en a beaucoup d'éditeurs d'ERP, de très gros, de très petits, de très spécialisés. Moi, j'ai des noms en tête, les plus grands, plus gros, plus importants. On parle de Sage souvent. Vous avez des versions Sage 100, par exemple, pour les petites versions de Sage X3 pour les versions plus conséquentes. Vous avez Dynamics, vous avez des Proginov, pour parler d'un local, qui est un éditeur local de ERP. Vous avez aussi des ERP un peu plus spécialisés sur des secteurs comme le second œuvre ou la menuiserie, comme Diapason, qui est porté par un éditeur qui est également éditeur de ProDevis, qui est un éditeur de prise de cote et de demande de devis pour les métiers du bâtiment, du second œuvre. Vous avez des ERP plutôt spécialisés, je pense à Mistral pour un de nos clients, une des références qu'on avait tout à l'heure. Mistral qui est un ERP plutôt spécialisé pour les concessionnaires et les loueurs de voitures. Et donc là, on parle de RP ce matin, mais ça peut être, enfin, l'espace pro, il peut être aussi nourri ou contenir par exemple, un configurateur. Et donc là encore, il va y avoir de l'interconnexion dans ce cas-là. Oui, alors le RP, il ne faut pas le voir comme un outil, il faut le voir comme un outil qui apporte et distribue des services pour vos clients. Donc tout ça, c'est mis en scène. Il y a un parcours, une expérience utilisateur qui va être très, très riche. Il ne faut pas voir l'espace pro comme quelque chose qui s'interconnecte systématiquement avec votre ERP et qui renvoie de l'information au métier. Il faut aussi le voir comme un outil qui va contacter d'autres solutions tierces, solutions extérieures, comme des configurateurs, mais aussi comme des solutions propriétaires de SAV. Par exemple, il y a des solutions de gestion de SAV ou des solutions de gestion de tournée, par exemple, pour des artisans qui voudraient bénéficier de services et puis d'avoir des services complémentaires. Là, dans ce cas, c'est parfois le RP qui va se connecter ou s'interconnecter directement avec ces services tierces extérieurs sans passer par votre brique SI, votre brique système d'information. On peut dire un mot, on va parler d'organisation. Enfin, on a parlé des échanges qui se font. Je me permets, Samuel, de répondre. Oui. Clément, là, je vois Clément poser une question. Okay. Par contre, les variantes de produits peuvent être gérées dans le PIM, bien sûr. Dans certains cas, vous avez cet outil PIM qui va lui-même gérer les variantes au sein du PIM. On est bien d'accord, pas de souci.
Juste sur cette petite, on a parlé en fait, la question c'était comment les deux salles, l'arrière-boutique, la boutique, la salle de service de restaurant peuvent se parler. Et donc on a parlé de l'aspect technique avec ce PIM, cette interconnexion, ou alors API ou web service qui permet de faire les échanges de données. On peut parler des gens, de l'organisation. Au-delà d'une tech qui doit se parler, il y a des métiers qui doivent absolument se parler. Ouais, ton schéma montre 4 éléments, quatre scopes qui sont très très importants dans la construction d'un espace pro. C'est ce qu'on fait nous au quotidien. Alors, commençons par la tech. On ne peut pas se passer de tech. La technologie, elle est importante. Un espace pro, c'est très technique plus que vous le pensez au départ lorsqu'on construit un espace pro. Euh, il faut de la tech. Il faut de la tech notamment pour communiquer avec cet ERP. On parle d'API, des interfaces logicielles, si vous voulez, qui permettent à l'ERP et à l'espace pro de communiquer. Des web services sont plutôt ce qu'on appelle des protocoles d'échange. On peut citer aussi, évidemment, le PIM, ça on en a parlé. Il y a un élément qu'on peut citer sur des espaces pro un peu plus riches et conséquents. On parle de bus de messages qui ne sont pas des API. C'est-à-dire que l'API permet de faire transiter, on va dire, du temps réel de l'information entre le RP et l'espace pro. Mais parfois, l'espace pro a besoin de communiquer un message à votre système d'information, mais c'est un peu le message qu'on donne. Et je reprends l'analogie avec le restaurant et la cuisine, c'est-à-dire que le serveur va poser un message sur le coin du sas ou du passe-plat, et l'un des cuisiniers va prendre le message quand il est disponible. Et ça, c'est un peu différent de l'API, ce qu'on appelle un bus de messages. C'est des piles de messages qui sont déposés et qui sont pris par l'autre système quand il est disponible pour le prendre. Après, vous pouvez avoir des systèmes d'import-export de fichiers type CSV assez classiques. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il faut que ces éléments communiquent ensemble. Pour la partie métier, tu l'as dit dans ton introduction, Samuel, en fait, ce qui est important, il faut que les métiers se parlent. Quand on construit un espace pro, l'enjeu, alors c'est peut-être le principal des enjeux, il faut que l'ensemble des métiers de l'entreprise puissent se parler et avoir le même langage, on va dire, ce qui n'est pas simple, parce que chacun, dans la construction de l'espace pro, va voir ou se matérialiser cet espace pro avec son prisme. Et la difficulté, c'est que y a pas, personne n'a raison ou n'a tort, mais de toute façon, quand vous allez travailler sur la conception de l'espace pro, chacun va vouloir tirer un peu la couverture de son côté en disant oui, mais on doit le faire comme ça parce que moi, ça m'arrange, entre guillemets. Ou alors, à l'inverse, c'est l'affaire de personne. Il y a une partie des métiers, ou commerce, ou tech, Ouais. ou autre, et qui dit ce n'est pas mon affaire. Oui, c'est un peu ça. Il y a deux. Alors, il y a un risque dans la construction d'un espace pro, c'est que faut que chacun se parle, faut que chacun s'écoute. Et je pense qu'il y a un risque important, c'est que parfois vous allez avoir un service qui va être porteur du projet, soit le service marketing, parfois un service digital, parfois c'est la DSI, parfois c'est porté par la direction. Dans les références que tu avais, il y avait un cas aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en général, la tendance, c'est que les autres services deviennent des fournisseurs et répondent en disant « tu veux ça, je te le donne ». Et ça, c'est dangereux. Il faut pouvoir, et c'est le 4e point que tu évoquais là sur la partie droite de la slide, c'est l'incarnation. Il faut que ce projet soit incarné, mais pas par seulement une seule personne, c'est important, mais il faut qu'il y ait une incarnation au sein de l'entreprise. Ce projet doit exister et toutes les parties prenantes métier doivent pouvoir aller dans le même sens. Clairement, il faut qu'elles aillent dans le même sens et qu'elles ne soient pas en « je suis demandeur de quelque chose, tu me le donnes ». Sinon, ça va pas fonctionner. Et juste en 2 mots, ça veut dire que ça passe en amont par une phase un peu d'immersion, là, on met sa chaise dans le bureau des commerciaux ou des ADV pour voir comment ça se passe, ou ça se passe lors du développement ou de la réflexion autour de l'espace pro avec quoi? Des ateliers qui réunissent les gens sur des gens de là, les différents acteurs sur une demi-journée ou une journée pour les aligner? Ouais, ce que je peux t'expliquer et ce que je vais te dire, c'est comment on fonctionne au phare. De toute façon, au phare, on va développer l'espace pro sur mesure, toujours en partant de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on va répondre à un besoin, à un usage, ou identifier les usages et y répondre. Donc, on va construire quelque chose sur mesure, mais qui va fonctionner de bout en bout, de la demande de l'utilisateur jusqu'à ce qui se passe côté ERP, côté cuisine,
pour ramener les informations et les services, construire les services. Ça veut dire que j'ai perdu le fil de ta question. Pardon. En fait, ça veut dire qu'autour de la table, en fait, en soulevant Oui, les ce que je voulais questions dire, voilà. avec les uns les autres, on va Ça certainement soulever peut-être même des vieilles querelles de clochers. Voilà, ce que je voulais, c'est bon, merci, j'ai repris. Ce que je veux dire par là, ça veut dire qu'on ne construit pas ou on ne démarre pas l'espace pro sans que chez nous, l'équipe qui va s'approprier ce projet, que se l'approprie totalement, et on va commencer par des micros ou des ateliers d'échange avec les équipes et différents métiers, peut-être des métiers que vous n'auriez pas imaginés, où on s'est dit, tiens, on a senti quelque chose, il faut qu'on parle à ces gens. Ça veut dire qu'on va les réunir dans une salle et on va se parler, c'est assez dynamique. C'est pas du passif où tout le monde est assis, on est plutôt au post-it et on travaille, mais on va les écouter. Dans certains cas, tu as cité les ADV, ça nous arrive régulièrement, on peut solliciter un petit coin de table ou un petit coin de bureau dans un open space pour discuter, au moins pour les écouter et voir comment les ADV travaillent, par exemple, pour essayer de comprendre quel est leur quotidien, comment ils fonctionnent, parce que cet espace pro n'est pas là pour faire les choses à leur place, mais est là aussi pour les aider à mieux travailler avec le client. Et concrètement, tu m'avais évoqué un exemple moi, qui m'avait marqué, ça veut dire que dans le bureau des ADV, le téléphone peut sonner sans arrêt, ils ou elles peuvent être interrompus de manière incessante, alors que typiquement ce nombre d'interruptions, d'appels, que ce soit téléphonique ou mail, peuvent être gérés par une partie de l'espace pro et des services rendus. Et donc là, du coup, ça change l'organisation. Alors complètement, ça change l'organisation. Ce qu'il faut bien voir, c'est quand on, par exemple, sur cet exemple concret que je t'ai donné, quand j'observais cette équipe ADV, je me suis rendu compte que ces personnes avaient une grande richesse, une grande expertise du métier, de leur métier et du métier de la marque. Et elles passaient du temps à répondre aux clients et ça avait énormément de valeur. Ce qui en avait moins, c'est que parfois les clients les sollicitaient pour des choses qu'ils n'avaient pas envie de faire. Je t'envoie un bon de commande ou je te donne quelque chose de griffonné sur un bout de papier ou je te scanne une photo et l'ADV doit prendre le temps d'interpréter, éventuellement de rappeler pour comprendre et ensuite faire de la saisie de commande. Il faut aussi se poser la question, là où est la valeur de l'ADV ou cette ADV, là où elle peut s'exprimer et là où elle a une réelle valeur et qu'est-ce qui peut être extrait pour lui faciliter le travail et que l'espace pro, par exemple, peut prendre. Donc ouais, effectivement, je me suis rendu compte que une grande partie du temps des ADV était pris à faire des choses de tâches entre guillemets ingrates qui n'avaient aucune valeur ajoutée, qui ne faisaient certainement pas sens pour elles au quotidien, ou alors avec le temps elles avaient pris ça comme du sens, mais la réelle valeur, le conseil, le service qu'elles apportaient et l'expertise sur les métiers, vous savez tu sais, Samuel, quand on demande un devis dans certains types de métiers, c'est assez technique. Et la valeur, elle n'est pas souvent écrite dans des ABAC. C'est les ADV qui ont ça et qui sont capables d'avoir un service sur la base de l'expérience qu'elles ont vécue. Et c'est ça qui a de la valeur. Et c'est là où il faut concentrer le travail des ADV. Et juste sur l'incarnation, on va parler après juste de fluidité des données, mais juste sur l'incarnation, ça veut dire que quoi, ce projet-là ce sujet sur lequel on échange ce matin, on parle donc quel lien, quel frein entre Espace Pro RP ne peut marcher que s'il est incarné. Mais ça veut dire quoi? C'est le sponsor, c'est le DG, c'est le responsable digital, c'est quoi? C'est un product owner? Les 3 ou les 4, mon capitaine. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'un projet comme un espace pro, c'est un projet très structurant pour une entreprise et beaucoup plus d'ailleurs que certains le pensent dans l'entreprise. Ça veut dire que ce projet, on imagine souvent des projets CRM, ERP, on dit ouais, c'est des gros projets très lourds. Certes, parce que c'est un gros logiciel avec de l'intégration, du paramétrage. Mais Espace Pro, c'est un peu la même chose. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit incarné à différents niveaux. La première des incarnations, à mon sens, c'est la direction. Elle doit être sponsor. Alors, le dirigeant, la dirigeante ou quelqu'un de l'équipe direction, mais il doit y avoir ce qu'on appelle un sponsor qui est là pour défendre la cause ou les intérêts du projet et arbitrer en dernier recours ou aider à faire avancer le projet si jamais il y a un blocage, quel qu'il soit. Il faut aussi qu'il soit incarné par le service porteur du projet, que ce soit un service commercial et marketing ou une DSI ou autre.
cette direction-là ou ce service-là doit incarner avec une tête qui, elle, peut être sponsor, mais aussi à l'intérieur, il faut ce qu'on appelle un product owner qui porte le produit, qui identifie les besoins, qui soit capable de les analyser, comprendre les métiers et apporter le besoin pour faire une construction d'un espace pro de différents services irréprochables. Il y a un autre mode d'incarnation, moi, qui me va bien, c'est que je pense que le produit en tant que tel doit être incarné lui-même, bien en amont du projet. Alors, c'est-à-dire, enfin, concrètement, si un espace pro doit être construit ou refondu, il va être une brique complémentaire d'autres outils, comme le RP, puisque c'est le sujet. Ce qu'il faut, c'est que ce produit commence déjà à être incarné dès le départ, avec un axe de communication interne, pour que les équipes prennent le temps de s'approprier cet outil-là et commencent à le matérialiser dans leur processus métier. Et ça, c'est transversal à tous les niveaux, que ce soit de la logistique, du commercial, du marketing, de la DSI. Il faut vraiment que toutes les équipes se l'approprient ensemble. Attention quand même, il ne faut pas faire de survente. Ça, on l'a vécu sur quelques expériences. Attention à la survente du produit en amont. L'effet de communication, la promesse intenable. Vous allez avoir le nouvel ERP, peu importe, en septembre, il sera ouvert, livré, alors que personne ne s'est posé la question du comment il allait être mis en place. Et en général, celui ou celle qui communique est la personne qui en connaît le moins sur le produit. Et j'ai un exemple, je tairai le nom, mais on a eu un cas il y a quelques années qui était assez édifiant, où on était parti sur une phase d'étude d'imagination d'un nouveau concept qui était assez proche d'un ERP, d'un espace pro. Et la phase d'étude avec plusieurs ateliers, plus de 10 ateliers ont été menés. Cette étude a été présentée à la direction, a été accueillie avec enthousiasme. Tout était précisé, y compris des éléments de roadmap, le temps nécessaire pour acculturer. Et on était à peine sorti du train qu'on a vu un tweet passer à l'époque avec la promesse du président du directoire qui annonçait pour le prochain salon annuel la sortie d'un nouvel outil qui allait révolutionner son marché, alors que personne s'était posé la question de comment est-ce qu'il allait être conçu. Résultat, il n'a pas fallu 1 heure pour que quelques directeurs un peu en dessous nous appellent en catastrophe en disant il faut à tout prix que vous nous sortiez quelque chose, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Voilà, typiquement, le produit est déjà incarné, mais pas de la bonne façon. Le projet était déjà mal embarqué. Voilà. Juste pour avancer, on parle beaucoup de fluidité, mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ça, on l'a vu. Il y a des autoroutes, mais qu'est-ce qui fait que ça coince? Qu'est-ce qui fait que ça marche pas, ce lien entre Espace Pro et ERP? Je vais te parler de... Alors là, on va peut-être parler d'un concept un tout petit peu plus technique, mais je peux te parler de ce que j'évoquais avec toi lors de la préparation de l'échange, de data lake et d'hydratation. C'est des concepts assez obscurs. En fait, quand vous traitez de la donnée dans votre système d'information, tous les jours, vous avez de la donnée. Les entreprises ont plein de données. Ça, c'est pas un problème. Parfois, elles en ont trop. Par contre, elles ont de la donnée souvent mal structurée, mal nettoyée. Cette donnée-là, je vous parlais de data lake. En fait, un lac de données, c'est un concept au niveau autour de la donnée qui dit, en fait, prenez un lac et un déversoir, un lac de barrage, on va dire, de montagne plutôt. Et en fait, ça stocke de l'information, de la donnée, de l'eau. Mais cette donnée, elle est brute, elle n'est pas structurée, elle n'est pas du tout organisée, pas structurée. C'est pas grave, mais vous l'avez. Derrière nous, quand on conçoit ou on construit un espace pro, on va avoir besoin de données. Mais cette donnée, il faut qu'elle soit rangée. Donc, le PIM peut aider pour la partie produit, mais il faut aussi qu'elle soit propre et structurée et rangée. Si je vous parle d'hydratation, c'est un concept en développement informatique. Quand on parle d'hydratation, ça consiste à importer de la donnée et la mettre dans un objet informatique, pour faire simple. Donc, cet objet informatique, il sera manipulé par les développeurs qui vont construire l'espace pro. Cette donnée-là, on parle d'hydratation parce qu'elle est rangée. Cette donnée, elle n'est plus discutable. Elle est propre, précise et nette. Donc, on va aller les chercher dans ce lac de données, le RP, on va aller la chercher en cuisine, pour reprendre l'analogie. L'important, c'est qu'il faut que cette donnée soit propre. Et ce qui nous arrive dans les échanges entre Espace Pro et ERP, c'est que la donnée, elle n'est pas toujours bien rangée, elle est multiple,
elle est aussi traitée par les différents services d'une façon. Et souvent, ils le traitent un peu, on parle souvent de silos dans les entreprises, mais chaque service peut travailler sur le même ERP, mais lorsqu'ils vont traiter la donnée, ils ne voient pas réellement quelle est la donnée traitée de l'autre côté, puisque les interfaces sont parfois optimisées pour leur montrer que ce qu'ils doivent voir. Un exemple assez classique, vous avez un commercial qui va, pour une entreprise donnée, créer un contact. Et puis une autre personne, une assistante commerciale ou un autre commercial ou le commercial qui revient, ne voit pas ce contact puisqu'il est associé à une nouvelle entreprise et va créer le même personne en termes de contact physique et il va apparaître 2 fois dans le RP. La première analyse qu'on fait souvent en travaillant et en accompagnant nos clients sur cette réflexion-là, c'est de se rendre compte que parfois vous avez un même contact pour une même entreprise, vous allez l'avoir 15 fois dans votre ERP à différents endroits. Quand nous, on va travailler la donnée, on va l'hydrater, on va récupérer, on va vous dire qui est le bon contact, lequel vous nous envoyez, à quelle entreprise il est relié. Ah bah c'est monsieur machin de telle entreprise. Oui, mais ton entreprise, elle apparaît 3 fois. Pourquoi? Ah oui, bah effectivement, là, elle apparaît 3 fois, mais c'est pas grave. Mais si, c'est grave. Enfin, tout se corrige, mais c'est ce genre de questions qu'on fait. Et de toute façon, de nombreux parallèles peuvent être faits apparemment même avec le CRM. Tout ce qui vient d'être dit est vrai pour le CRM. Et dans le mais, il y a des mais, il y a aussi peut-être le fait que l'ERP, est-il ouvert? Peut-il s'ouvrir à tout ce qu'on est en train de raconter? Est-ce que la licence est adaptée à ce besoin d'ouverture? Ouais, c'est aussi des questions qu'il faudra se poser si vous êtes dans la construction d'un ERP. Est-ce que l'intégrateur lui-même, il est ouvert à ça? Ouais. Alors les cas, c'est pareil, sont multiples. Votre ERP, il est souvent âgé. Il a souvent plusieurs années. C'était souvent des investissements très lourds, donc ils ont été décidés au départ. Un choix a été fait qui ne tient pas compte des enjeux d'aujourd'hui non plus. Et cet ERP, assez souvent, il n'est pas suffisamment ouvert vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'il ne communique pas à l'extérieur. Donc la première question à se poser, c'est si vous voulez ouvrir des services à vos clients, il va falloir que cet ERP puisse s'ouvrir vers l'extérieur, de manière sécurisée, bien entendu, mais s'ouvrir. Donc, je vous parlais d'API, de web service. L'enjeu, il est là. C'est comment votre ERP communique vers l'extérieur. Est-ce que vous avez pris les bonnes licences? Ça aussi, ce sont des pratiques, c'est un modèle économique des progiciels. C'est-à-dire que vous allez avoir une superbe version et vous allez avoir un besoin particulier et vous allez devoir changer de licence. Pour avoir des licences un peu plus onéreuses, plus chères, pour bénéficier d'un service complémentaire sur votre ERP. C'est ce que vous dira l'intégrateur. La partie web service, API, tous ces systèmes d'échange, bien souvent, c'est la licence qui coûte le plus cher. Donc, les questions doivent se poser parce que quand vous allez démarrer, si vous n'avez pas la possibilité de communiquer vers l'extérieur, vous arriverez à un blocage. Ou alors, vous allez communiquer avec des petits fichiers CSV, comme je disais à plat. Mais si vous voulez gérer une boutique telle que la slide que tu as montré en exemple, Samuel, forcément, à votre client, c'est un professionnel. Lui, il veut commander, il veut ses tarifs personnalisés, mais aussi, il veut connaître le stock. Et le stock, il le fait en temps réel. Donc, vous allez devoir communiquer avec l'ERP ou autre système de logistique chez vous en interne qui donnera cette information. Et cette information, il faut qu'elle soit juste. Donc, du temps réel. Donc là, vous avez ce genre de limite. Donc, faites les bons choix. Et je peux terminer sur ce que tu as dit sur la partie intégrateur. C'est un vrai sujet que l'on rencontre assez régulièrement. Tous les intégrateurs de RP ne se valent pas. Certains peuvent être de bons conseils, de bon accompagnement, mais techniquement derrière, il y a quelques limites. Et c'est assez un peu compliqué de travailler avec eux parce que souvent, ils vont faire des choses, j'exagère un peu, mais à la souris, avec les outils fournis par l'éditeur de RP, mais sans vraiment connaître votre ERP de l'intérieur. Et donc, quand se poseront certaines questions précises d'interconnexion, souvent l'intégrateur va dire c'est pas possible, ou on fait pas comme ça, ou on va faire comme ça. Et la réalité, c'est que vous vous poserez parfois, dans certains cas, la question de dire mais est-ce qu'il est suffisamment bon, mon intégrateur? Peut-être que se posera le choix de rechallenger cet intégrateur pour en prendre un autre. Ok. Je suis dans une slide où c'est écrit mais 3 petits points et rouge. Mais il y a des mais. Donc, voilà. Mais il y a des mais, effectivement. Et puis juste pour respecter le timing de l'échange prévu ce matin, moi j'ai mis une dernière slide. On peut terminer sur les enjeux et les perspectives.
autour de ce sujet. C'est moi qui ai posé cette slide sans même demander à Hervé s'il était à l'aise avec, mais tu veux une note? L'idée, c'est que cette fluidité évoquée ce matin entre Espace Pro et ERP, elle est au cœur du business de la marque et de sa relation avec le client pro. Qu'est-ce que c'est ça, c'est quelle est la satisfaction, enfin qu'est-ce que le client pro va trouver et quel va être le gain pour la marque? Ouais, alors en fait, je pense qu'il faut se poser toujours la question, c'est qu'est-ce que votre client veut? Alors moi, je vais vous donner des réponses rapides. Il y en a certainement d'autres, mais il y en a deux évidentes. C'est le client, il veut avoir le meilleur service. Il veut gagner du temps. C'est aussi simple que ça. Il veut qu'on lui simplifie la vie. Il veut qu'on comprenne ses contraintes. Et donc, de fait, vous devez anticiper par des services des choses dont il n'aurait pas lui-même imaginé, c'est-à-dire qu'il va les découvrir et il va dire « Ah, ça, c'est super ». Voilà. Je vous donne un exemple très bateau. Vous pouvez avoir des systèmes de configuration. On parlait de ProDevis tout à l'heure. Vous allez pouvoir faire des devis. Donc, c'est super pratique, c'est rapide. Mais vous n'allez pas avoir des facilités en disant « Moi, je suis sur un chantier, je fais un devis pour un client et 3 semaines après, j'ai à peu près le même produit ». Eh bien, l'idée dans un espace pro qui permet de faire de la prise de devis avec une configuration de produit, si on a anticipé le cas où on permet à votre client de reprendre un devis existant et de le dupliquer très rapidement pour repartir sur une base complète et en 3 clics, c'est fini, lui, ça va lui gagner du temps. C'est ça, la satisfaction, la simplification. L'autre point, je pense que il faut se poser la question, c'est qu'est-ce que la marque ou la tête de réseau, enfin, vous, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez une préférence de marque? Je pense que c'est quelque chose d'indispensable. Vous voulez que vos clients systématiquement prennent des habitudes auprès de la marque. Vous voulez donc la fidélité et vous voulez gagner de nouveaux clients, optimiser aussi votre organisation interne et imaginer ensuite des nouveaux services pour anticiper encore leurs besoins. Il y a un élément aussi qui est, à mon sens, très important et qu'on vit avec nos clients. Il ne faut pas le négliger, je reviens sur l'expérience utilisateur de vos clients. Ce sont eux vos ambassadeurs. Le bouche à oreille fonctionne très bien. C'est-à-dire que quand ils sont satisfaits d'un service, tu as montré des exemples dans ta slide de départ. Hein, on pourrait les illustrer, mais ça prendrait trop de temps. Mais quand vos clients sont satisfaits de l'espace pro, savent que vous les écoutez, vous dialoguez avec eux, vous essayez de comprendre comment les aider, faciliter, je pense qu'ils seront de très bons ambassadeurs vis-à-vis de leurs confrères et concurrents. Et donc, on parle effectivement de fidélisation ou d'upsell, hein, d'augmentation du panier moyen, notamment par les commandes en ligne et de bouche à oreille. Donc, on parle vraiment de business et qui dit organisation dit gain de temps. Et juste Clément, je ne sais pas si tu as une réponse à apporter à Clément qui, pour le Net Promoter Score, doit-il ou peut-il être mesuré comment peut-il être mesuré en fait? Comment ça? C'est par l'interne ou par des indicateurs? Ou alors peut-être des indicateurs d'usage aussi? Alors, le NPS, il peut être mesuré tout simplement en posant la question, enfin en utilisant le système de la question très simple du Net Promoter Score. Je ne suis pas persuadé que ce soit toujours la meilleure solution. Il faut plutôt dialoguer avec eux, mais il faut aussi utiliser des systèmes de tracking, d'utilisation de l'espace pro. On se pose, nous, en interne, beaucoup la question comment on peut améliorer, enfin, je parle de services, les services dans les espaces pro qu'on conçoit pour nos clients, même si on les conçoit sur mesure, on réfléchit à des briques qui nous paraissent essentielles. Notamment, traquer les usages de vos clients. Alors, les traquer dans le bon sens, c'est-à-dire pourquoi est-ce que cette typologie de client, lorsqu'elle se connecte, elle établit, elle fait une commande d'un produit, pourquoi elle passe par ici, pourquoi systématiquement lui fait des commandes toutes les semaines et pourquoi l'autre revient qu'une fois tous les mois. En fait, c'est ce genre de questions-là, capter de l'information et ensuite dialoguer avec eux, posez-leur leurs questions. Servez-vous aussi de votre organisation. Je disais que le produit doit être incarné au sein de tous les services. Il ne faut pas oublier que vos commerciaux qui sont en relation directe avec vos clients, ils ont un rôle à jouer dans cet espace pro. Ils ne sont pas toujours dans l'espace pro, mais ils doivent avoir une vraie connaissance des usages de leurs clients dans l'espace pro pour pouvoir reboucler avec eux sur cette information-là. Je ne sais pas si je réponds clairement à la question. La mesure de la satisfaction client chez certaines industries ou autres, elle se mesure aussi, alors là, avec le bon sens paysan, c'est-à-dire parfois les marques qui ont un réseau traversent la France, font des réunions régionales, trimestrielles ou semestrielles pour notamment sur ces sujets-là.
mesurer, connaître la température de satisfaction des clients pro sur l'usage de l'espace pro proposé. Tout à fait. Je reviens aussi à cette slide, ce que tu me disais. Je peux citer ce qu'un DG, un directeur général m'a dit, parce que bien souvent on l'embarque, enfin même systématiquement. Moi, je souhaite que ce directeur général ou cette directrice générale soit embarqué dans le lancement, dans l'un des premiers ateliers, parce qu'il doit pouvoir incarner lui aussi, être sponsor et lancer le sujet, parce que ce sujet, il est majeur dans une entreprise. Et parfois, je le prends à part et je lui interroge via 2 ou 3 post-it sur sa vision, court terme, long terme. Enfin, c'est intéressant de comprendre sa vision à lui, parce que derrière, on doit décliner la stratégie et décliner enfin, que ce soit décliné cette vision soit déclinée dans l'espace pro. Pardon. Ce directeur m'a dit, je lui ai dit, mais en une phrase, dis-moi ce que tu souhaites. Et ça a été simple, ça a été hyper rapide. Il m'a dit, je souhaite qu'un client devienne autonome. Et je pense que ça résume tout dans l'espace pro. Si vous rendez vos clients autonomes, c'est gagné. Ils se sont appropriés l'outil, ils font leur process plus facilement, donc déjà c'est plus rentable pour vous. Et vos équipes sont beaucoup plus concentrées sur le service qu'elles peuvent leur apporter ou le conseil plutôt que de faire de la manipulation à leur place. Merci. Je pense pour respecter le timing de l'échange prévu ce matin, après on pourra poursuivre, mais par échange personnalisé. Vous nous sollicitez et puis on peut poursuivre ces échanges-là. Donc simplement, j'ai mis cette dernière slide pour dire qu'on a d'autres webinaires prévus sur ce sujet-là. On en a déjà fait autour du e-shop. On en a d'autres qui sont prévus, peut-être autour notamment du lead management, autour de l'espace pro vu comme un produit digital. On a toute une série de webinaires qui sont ou déjà en boîte ou qui sont prévus dans notre programme. Donc en tout cas, Hervé, merci. Merci pour l'échange. Merci Samuel, merci à tous. Et puis, bonne continuation dans vos réflexions. Au revoir.